Bonjour à tous et bonjour à toutes. Désolé pour la vidéo précédente, le micro était déchargé et je n'ai pas fait attention. Donc, j'imagine que vous avez certainement eu quelques soucis audio. Bon, la vidéo est longue, je peux pas la reprendre. Je suis désolé. Donc, mais je vais vous faire un petit résumé de ce qui est important à retenir. Donc, nous avons vu la faisabilité sur le plan technique. Nous avons vu sur le plan réglementaire. Donc, je dis sur le plan réglementaire, vous savez déjà où aller récupérer l'ensemble des données et des informations qui sont importantes pour, voilà, comprendre un peu les différents documents, les règlements. Donc, on a dit que les documents les plus importants étaient, par exemple, dans le PLU, c'était le règlement et l'annexe. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que contient de façon générale un règlement, en quelques points, que ce soit en zonage A, UA, N et les autres. Donc voilà, faut savoir que le plan de zonage, c'est la catégorisation et chaque catégorisation a son règlement de zone. Donc vous avez la vue globale où voilà sur une commune, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc la commune est délimitée en plusieurs zones. C'est ce qu'on appelle le zonage. Maintenant, certains zonages, par exemple, particuliers ont certains indices, comme UA pour certains immeubles collectifs, UB, les immeubles collectifs, mais de plus petite taille, avec une hauteur qui est limitée, et les UC, par exemple, pour les bâtiments ou immeubles pavillonnaires, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Maintenant, dans les zonages, bien qu'on peut être dans les zones urbanisées, on peut être aussi dans des zones urbanisées, mais non constructibles, quoi. Donc, faut, pour raison d'inondation et bien d'autres risques qu'on peut sans doute pas élever ici. Donc, évoquer, pardon. Donc, savoir où vous êtes situé, c'est la première chose. Sur le plan du zonage, une fois vous avez le zonage, il faut foncer directement sur le règlement de la zone pour ne pas lire des tonnes de documents. Maintenant, chaque PLU contient normalement dans son règlement 14 à 13 articles. Donc, je vous fais mention de quelques-uns ici. Donc, le premier article, on va dire, il s'intitule l'occupation des sols. Donc, le locataire, l'occupation des sols vous permet de savoir ce qu'on peut faire sur cette surface, sur cette zone. En termes de espace de stationnement, pour, par exemple, les caravanes, voilà, espace de, on va dire quoi, de déchetterie. Voilà, donc occupation des sols. Maintenant, bon, ça c'est les caravanes, les déchetteries, ça c'est les occupations qui sont interdites, quoi. Donc voilà, il y a dans chaque PLU, il y a les zones qui sont interdites. Donc, on va dire occupation des zones interdites. Donc, ça entoure les zones qui sont, on va dire, les zones qui sont habitables, mais elles sont souvent éloignées, quoi, parce que les déchetteries sont souvent très, très éloignées. Donc, voilà. Maintenant, parce que les déchetteries, c'est les endroits où souvent on réalise l'incinération de certains produits. Donc, les remontées, les poussières, les fumées peuvent remonter vers les zones urbanisées. Donc, deuxième élément, on va dire, deuxième article, les conditions particulières. Donc voilà, dans certaines zones, on peut dire, par exemple là, sur les terres agricoles, par exemple, on dit normalement on ne construit pas, mais on peut permettre à un propriétaire de construire à condition, par exemple, qu'il n'ait pas un logement dans la zone, ou bien sa culture nécessite qu'une personne soit là de façon fréquente et régulière, quoi. Donc, on peut dire qu'il peut avoir un logement principal loin de ces terres agricoles. Donc, en troisième point, on va voir ce qu'on appelle dans toujours le règlement, les dessertes et les accès. Donc, c'est par exemple les largeurs minimales qu'un terrain qu'on peut construire sur un terrain. Donc, en limite de propriété ou par rapport
à la limite sur la route. Donc, il y a les dimensions à respecter. Maintenant, il y a aussi les voiries, voilà, les voiries, voilà les dimensions des voiries en fonction du nombre d'habitants. Si on est par exemple dans une zone où il y a un très faible nombre de personnes, vous remarquerez que la voirie ne sera pas aussi grande ou dense, quoi. Donc ça, c'est de un. Et on peut dire aussi, il y a des articles concernant le réseau et les eaux usées. Donc ça, c'est tout ce qui est assainissement. Pour qu'un terrain soit autorisé à être construit, il faudrait qu'on ait ça, quoi. Donc, vous pouvez être sur des zones urbanisées, mais s'il n'y a pas de l'assainissement, les eaux, le réseau d'assainissement, ben, vous ne pouvez pas construire parce que vous allez vous alimenter comment? Donc, voilà. Donc, il y a aussi, on va dire, un autre article qui spécifie sur la superficie minimale à construire, quoi. Donc, ce sont des articles qui disent, par exemple, si vous avez tel nombre de superficies, il vous faudra construire sur cette superficie tel logement et telle superficie. Et si vous voulez, par exemple, deux logements sur la même superficie, il vous faudra, par exemple, un écartement ou un espacement entre les deux logements de tel nombre de mètres. Donc, il y a aussi ça. Il y a ce qu'on appelle les limites des emprises publiques. Donc, c'est voilà vos dimensions ou vos limites par rapport à la route, la voie publique, et les alignements à respecter. S'il faut, par exemple, construire à tel nombre de mètres de la voie et le reste de l'espace, par exemple, vous devez laisser pour la verdure, les, les fleurs, les zones vertes pour, par exemple, planter des fleurs ou laisser la pelouse pousser. Donc, il y a tout ça là. Il y a aussi ce qu'on appelle les limites séparatives. Voilà, c'est la distance qu'il faut se mettre en fonction de ses voisins. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut construire sur la limite exactement? Ou bien il faut se décaler? Et s'il faut se décaler, on doit se décaler de combien de mètres? Donc, tout ça, dans le règlement, vous allez bien faire attention sur la limite séparative. Donc, c'est un peu ça. Et il y a encore quoi? Voilà combien de mètres on peut se mettre s'il faut construire, par exemple, deux logements sur... Bon, oui, j'avais déjà parlé de ça, ça m'est revenu, j'ai déjà parlé de ça. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les limites sur une même propriété. Voilà, les distances entre les différents bâtiments. Donc, c'est la commune, chaque région. Par exemple, on peut être en Île-de-France dans on va dire, dans une ville où le PLU autorise, par exemple, à construire à 2 mètres de la limite entre les voisins, mais on peut être aussi dans une autre commune ou une autre ville où c'est pas les 2 mètres, quoi. Donc, les PLU varient en fonction des décisions qui ont été prises dans les différentes régions. Donc, on a vu déjà que non, il y a ce qu'on appelle le coefficient d'emprise au sol. Voilà. Dans l'exemple précédent, on avait vu que notre terrain avait un coefficient d'emprise au sol de 50%. Donc voilà, vous savez déjà ce que ça signifie. Donc on avait aussi vu qu'il y a les hauteurs maximales à respecter. Donc tout ça, c'est voilà dans le règlement, c'est tous ces éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc voilà, maintenant pour aller un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle par exemple l'aspect extérieur des bâtiments, les couleurs à respecter, s'il faut mettre le bois, le portail, le type de toiture, vous voyez un peu, non? Voilà. L'aspect visible extérieur, quoi. Ça, c'est très important. L'aspect intérieur, ça, c'est vous-même qui le gérez. À cause de ça, vous allez remarquer dans certains quar- quartiers qui ressemblent plus à des cités, on a un peu les mêmes plans architecturaux, le même type de toiture. Voilà. Tout ça, c'est le PLU qui l'exige, la même peinture des fois, et souvent les mêmes portails, quoi. Donc, c'est un peu tout ça. Et voilà. Donc, maintenant, pour certains, bâtiments collectifs, bon, ça, c'est pas ce qui nous concerne, mais ça fait partie tout du règlement. Donc, les bâtiments collectifs, les HLM, les immeubles. Donc, il y a souvent un pourcentage d'espace de stationnement qu'il faut réserver par rapport au nombre de logements qui seront construits, quoi. Donc, tout ça, c'est important. Voilà, il y a les espaces libres. Donc, espaces libres, c'est ce qu'on appelle les espaces verts, espaces
de pleine terre. Voilà, il y a les espaces verts, il y a les espaces de pleine terre où le sol sera nu et on ne va pas réduire sa capacité d'absorber les eaux de pluie, quoi. Donc, ça, c'est en gros tout ce qu'il faut retenir sur le PLU en termes de règlement. Maintenant, pour aller loin, il y a aussi d'autres éléments. Vous allez sur l'annexe et vous essayez de regarder là-bas le plan de prévention des risques d'inondation, si ce qui est dit là-bas. Et voilà, donc là, je viens de faire le tour complet sur tout ce qui est PLU. Donc là, je vous ai donné un ensemble de données, d'informations. Maintenant, vous êtes libre. Vous savez déjà, l'objectif, c'est de montrer les pistes et que vous soyez autonome, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant là, on va aborder maintenant un autre sujet. Et voilà, je peux faire dans la même vidéo ou bien prolonger. Donc on va d'abord s'arrêter là. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant que vous pouvez travailler sans le fichier Excel que j'étais en train de réaliser. Bon, moi, j'ai pu avancer avec, bien que ce ne soit pas encore terminé. Donc, on va maintenant travailler avec, parce qu'il y a certains lots, certains bâtiments existants qui nous posent certains nombres de problèmes. Donc, avec notre manière de fonctionner, ça c'est très adapté pour certains, on va dire, certains types de logements existants. Et c'est encore, ça facilite encore le travail pour les hangars à construire, quoi. Voilà, même quand le hangar à construire a des puits de lumière qui sont exigés ou des skydomes, donc on essaie de faire l'effort en réduisant quelques panneaux solaire. Maintenant, là, il y a certains bâtiments vraiment que ces outils sont vraiment limités. Après, ça, il dit c'est pas réglementaire, vous n'avez même pas besoin de me demander ça, quoi. Vous pouvez réaliser pour vous-même et essayer de vous retrouver, essayer de faire un bon chiffrage simple, quoi. Voilà. Mais voilà, tout ce que je vous montre là, ça ne se fait pas identiquement comme ça dans tous les bureaux d'études. Chaque bureau d'études essaie d'adapter sa façon. Donc là, au moins, vous, en tant que stagiaire, voilà, si vous avez eu l'occasion de suivre cette formation, vous êtes déjà prêt. Quand vous partez en bureau d'études, vous ne partez pas demander ce qu'on va vous montrer là-bas, mais vous partez en ayant une idée globale sur l'aspect général de tout ce qui sera fait, quoi. Et voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va maintenant utiliser l'outil AutoCAD et voir quelques sites encore où on pourra télécharger quelques données cadastrales comme data.gouv ou cadastre, etc. Donc, à tout à l'heure.